Bonjour Jarod, on se voit pour la sortie de ton nouvel album Clout. Dans le morceau L'hiver arrive, tu dis « Les voyous portent plainte, je m'y fais pas à cette époque ». Quel regard portes-tu justement sur cette époque? On n'a pas connu ce genre d'époque. À notre époque, bon voilà, quand t'es dans la voyoucratie entre guillemets, t'es pas censé porter plainte, t'es pas censé donner tes copains, pour reprendre le film de Scorsese. Et donc oui, maintenant c'est quelque chose d'assez courant. Les gens se donnent entre eux et restent ensemble, hein. Restent amis. Ça gêne plus personne, c'est devenu assez normal comme plein de choses. Après voilà, c'est l'époque, on s'adapte. On vit à une époque où les gens disent beaucoup de choses parce que ça fait bien de le dire. Moi je pense qu'avant de dire quelque chose, il faut toujours t'assurer de pouvoir suivre derrière ce que tu dis, en tout cas d'être honnête. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent beaucoup de choses, font beaucoup de choses, s'habillent de certaines manières, comme tu disais, pour dégager quelque chose qui leur ressemble pas forcément intrinsèquement. C'est comme ça, c'est l'époque. Et c'est vrai qu'on a l'impression de vivre dans un monde où tu dois toujours analyser un peu plus loin que ce que tu vois, parce que tu peux plus te fier. À l'époque, c'était plus facile de... Les gens te dégageaient, parlaient d'une manière, tu savais à peu près d'où ils venaient, quel était son vécu, comment il pensait. Aujourd'hui, tout est mélangé. Il y a du bien là-dedans. Il y a aussi des choses où on est un peu déstabilisé, tu vois, surtout notre génération. On n'a pas connu ça. Quelles sont les choses positives que tu observes dans cette époque? Les gens ont l'esprit plus ouvert qu'avant. Les gens se mélangent plus, s'entreconnaissent plus. Et ça, c'est bien, tu vois. Il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux, en fait. Quand tu as grandi là-dedans, je pense que tu peux même pas le voir. Les jeunes, en fait, se rendent même pas compte, je pense, de ce que nous, on voit. Parce qu'ils ont grandi là-dedans, dans ce faux, enfin, ce paraître, mais à l'excès. Il y a toujours eu du paraître. Mais là, c'est partout, en fait. C'est-à-dire, le mec qui touche 1005, il peut porter une paire de Gucci, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est bien. Je sais pas. Moi, ça me dérange toujours un peu. Dans cette époque aussi, dans le rap, j'ai le sentiment que les rappeurs se mélangent davantage, font des collaborations, font de l'argent ensemble, comme un peu ce qui se passe aux States depuis pas mal de temps. On génère plus d'argent qu'avant. Les petits artistes aujourd'hui génèrent de l'argent. À l'époque, un petit artiste, comment il pouvait générer de l'argent? Tant qu'il passait pas en radio, il avait pas de SACEM. Tant qu'il n'était pas distribué, il pouvait pas toucher d'argent sur ses royautés. Donc ça, ouais, ça c'est normal en fait. Ça va avec le marché. Moi, je trouve que c'est faux en fait, qu'aujourd'hui il y a plus de collabs en France qu'avant. Non, il y a toujours eu des collabs. Et j'ai l'impression, de ce que je vois, hein, que les collabs sont toujours très business. Hein. C'est-à-dire, à l'époque, c'était ça. Après, bien sûr, il y a des collabs qui se font au feeling, hein, il y en a, mais en général, moi, je reste un peu sur ma faim avec les collaborations de rap français, parce que c'est vrai que même quand tu vois deux gros sur un titre ensemble, souvent, t'as l'impression que il y a beaucoup de market plus que de... Enfin, c'est plus pour le marketing que pour le son ou l'affinité qu'ils arrivent à créer entre eux. Tu ressens toujours... Je parle avec mon œil d'auditeur, hein, enfin mon oreille d'auditeur, excuse-moi. J'ai toujours l'impression que il y a beaucoup de gêne. Tu vois? Je le sens sur le morceau. Ils font toujours très attention à pas frustrer l'ego de l'autre. Ce que je comprends. Hein. C'est compliqué. T'es artiste, il y a toujours de l'ego. Tu collabores avec des artistes, il y a toujours de l'ego. Donc, il faut toujours faire attention. C'est pas ce qu'on aime le plus artistiquement, parce qu'on préfère quand les mecs, ils se lâchent, quoi, à 100%, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. S'il y en a un qui a envie de tordre l'autre sur le morceau, allez! Tu vois, c'est ça qu'on a envie de voir, nous. On a l'impression, en tout cas, ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a de la retenue. Tu vois? Et j'ai pas l'impression qu'on soit encore dans l'état d'esprit des States à ce niveau-là. Un gros ne fit pas avec un petit. Sauf s'il le produit, sauf si le petit vient de cartonner ou vient de faire un son qui a fait beaucoup de vues. Et je parle de mon expérience propre, tu vois. Je vais pas me mettre en petit ni en gros. Je pense que je suis peut-être au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Je marche assez bien, mais je suis pas encore non plus en Ligue 1, entre guillemets. C'est compliqué d'avoir un feat avec un gros. On n'en a pas démarché tant que ça. Le peu de fois où on l'a fait, les gens étaient intéressés sur le papier, mais à chaque fois, il y avait toujours le côté business qui rentre en compte. Bah non. Pourquoi je vais fitter avec Jarod? Il fait pas autant de scores que moi. Vu de ma propre expérience et de ce que je vois, en général, les gros fitent pas avec les petits. Sauf s'ils les produisent. Ce côté fit pour le business, j'ai l'impression que c'est devenu un peu le symbole du nouveau monde. Dans le sens où c'est rentré dans les normes de faire du business en collaborant et que c'est devenu tout à fait normal, quoi. Moi, je pense que tu récupères toujours quelque chose. Maintenant, là, on parle que d'argent. Tu vois, aux States, ils sont à fond dans le business.
Mais pourtant, ils ont encore cet état d'esprit, cette âme. Moi, je le ressens, hein. Personnellement, je suis pas bloqué dans l'ancien temps. Pourtant, j'ai connu, voilà, l'époque des Tupac, des 50 Cent derrière. C'était génial. Mais aujourd'hui, c'est encore c'est grandiose ce qui se passe aux States, tu vois. Ils sont très business. C'est du placement de produits à toute patate. Mais à côté de ça, il y a quand même de l'âme. Ils le font bien, en fait. Ça devient pas forcément toujours une pub ou un truc. Et je pense qu'il y a toujours à gagner. Mais pas forcément, oui, un cachet tout de suite. Je vais prendre l'exemple quand Drake, à l'époque, a fait le remix de Versace, Migos était encore indépendant. C'était petit. Ça n'a pas empêché Drake, qui était une pop star internationale, entre guillemets, hein, c'était un des plus gros, de dire je le fais. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas produit Migos. Mais sur chaque album de Drake, tu retrouves toujours les Migos. Sur chaque album des Migos, tu retrouves toujours un feat avec Drake, en général. Hein. Et je pense que ce qu'ils ont gagné, c'est cette cohésion artistique, tu vois. Quand ils apparaissent ensemble sur des morceaux, ça reste, en fait. Les gens voient juste l'argent qu'il y a à faire, tout de suite. Mais il n'y a pas que de l'argent à faire. On nous fait croire aujourd'hui qu'on ne vit qu'à travers l'argent. Moi, je connais pas de gens que uniquement l'argent a rendu heureux. L'argent leur a permis de faire des choses qui les ont rendus heureux. Mais l'argent ne rend pas heureux. Et ceux qui pensent, c'est mon point de vue, ceux qui pensent que l'argent, le papier, enfin le fait d'avoir cet argent-là dans sa poche, ça te rend heureux, c'est totalement faux. L'argent, c'est un moyen, pour moi. Tu disais que les gros rappeurs ne vont pas fitter avec les petits. De ton côté, imaginons que tu as un artiste qui te demande une collab et son univers te plaît, mais il fait très peu de vues. Est-ce que tu fittes avec lui? Si j'aime ce qu'il fait, je le recale pas. Maintenant, je peux lui demander un cachet, bien sûr. Parce que ça, comme je te l'ai dit, pour moi, aujourd'hui, c'est un business. Ce que j'ai mis du temps à monter, ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté de l'énergie, beaucoup de choses. Donc forcément, ça se monétise. Et puis, le gars est gagnant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu gagnes de la visibilité. Ça va te rapporter de l'argent derrière. C'est un investissement, en fait. Si tu fais bien les choses. Hein. Si derrière, tu fais ce qu'il faut. Mais c'est un investissement. Comme moi, je suis prêt à payer un featuring si le truc me rapporte quelque chose. Plus tard, si ça me rapporte de l'argent, c'est juste un investissement. Tu demanderais combien pour un feat environ? Là, pour un featuring, en général, je vais prendre la même chose à peu près pour un featuring ou pour un show, mais je suis à 4000. C'est ce que je pense valoir. En tout cas, on s'est consulté avec l'équipe, on s'est décidé là-dessus. On veut pas non plus faire trop haut parce que ça nous rend inaccessible, mais on va pas non plus faire trop bas parce que on a quand même, on va dire, notre visibilité, notre background. La sape coûte cher, le sac coûte cher, le fer coûte cher. T'es mal copec, t'es mal visu, c'est moi le vaussaire. Dans ton projet, tu dis aussi, rappeur à la mode, rappeur à la cote, vous tapinez dès qu'il vous ouvre les portes. Oui, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Bien évidemment, c'est une punchline. C'est pas pour tout le monde, c'est pour certains. Beaucoup. Ça veut dire quoi tapiner concrètement dans ce contexte-là? Quand une prostituée, elle vend son corps, est-ce que tu penses que c'est par passion? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'elle aime ça, ou plus parce qu'elle veut, par avidité, ou bien parce qu'elle a besoin? Moi, c'est la question que je poserais à ces gens-là qui se posent la question, tapiner, qu'est-ce que tapiner? Moi, je pense qu'à partir du moment où tu tapines, c'est que, ou bien t'as vraiment pas le choix, ou bien t'es avide, et t'es prêt, ou bien t'as pas de respect pour ton corps. La métaphore, c'est la même pour moi dans le rap. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à partir du moment où, comme tu as dit, on va te poser un cachet, ou parfois il n'y a même pas de cachet, c'est juste de la lumière. On va te donner un peu de lumière, tu es prêt à vendre ce qui fait toi, ce qui est censé être cher, ce qui est censé avoir de la valeur. Donc à partir de là, tu te mets dans une position où tu n'as plus de valeur réelle. Et puis surtout que souvent tu peux faire ça. Quand je parle de ça, je parle des gens qui font ça un peu avec tout le monde. Je pense qu'il faut se respecter. Il faut respecter son art, il faut se respecter soi-même. Il faut essayer de se donner de la valeur. Maintenant, si c'est ça que t'aimes. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour juger les gens. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Moi, c'est ma vision de la chose. Je sais pas si les gens qui font ça sont très à l'aise, au final, avec ça. Je le vois dans les regards. Je sais pas comment t'expliquer. Personnellement, Jarod, je l'ai toujours vu comme un kicker. Dans ce projet, tu as aussi plein de morceaux différents dans l'air du temps. Est-ce qu'avec ce projet, tu as fait un reboot? De ma vision, je vais pas être d'accord, puisque, que ce soit sur Frappe Préventive, je vais même aller plus loin, que ce soit sur En attendant la frappe, il y avait un son complet d'électro. Tu vois ou pas? C'était ma deuxième mixtape en 2012. Il y avait un son, c'était musique électronique du début à la fin. Là, on l'a mis que sur le refrain, par exemple. Hein. Et pour chanson 12, voilà, on va dire, on va mettre ça plus dans la catégorie, je sais pas si on peut appeler ça pop, je sais pas. Des sons
avec ce genre de sonorité, ou en tout cas avec des sonorités très loin du hip-hop, on va dire, je l'ai toujours fait. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'impression que le game, et je dis bien le game, pas les auditeurs, j'ai vraiment l'impression qu'ils me voient toujours comme un kicker, parce que peut-être c'est ça qu'ils aiment, et puis c'est le rap game, quoi. Mais j'ai toute une grande partie de ma base fan qui sait très bien que... Et d'ailleurs qui est attachée plus à ce genre de morceaux, plus ouvert, plus pop, plus parfois décalé. Mais est-ce que tu comprends que le game, le public, a peut-être besoin de placer les artistes dans des cases pour se retrouver et les écouter en fonction? Je le comprends, je le vois. Après, je sais que c'est pas tout le monde, comme je t'ai dit. Hein. C'est une partie des gens qui m'écoutent pour du kickage et une autre partie des gens qui m'écoutent pour les morceaux peut-être plus profonds, plus mélodieux. Maintenant, la question que je pose, et je pense que c'est une question à poser en 2021, est-ce que ça fait pas partie d'un plan tout ça? J'ai l'impression qu'on essaie de nous réduire. Quand je dis on, je peux même pas te dire qui. Hein. J'ai vraiment juste l'impression que l'ultra-consommation, c'est plus simple de vendre avec des cases. Il y a des rayons. Tu rentres dans un supermarché, il y a des rayons. Rayon viande, il y a le rayon sucre. Et j'ai l'impression que c'est en train d'arriver partout, en fait, dans nos vies. Sur la musique, maintenant, comme tu as dit, je vais mettre ça, c'est pour aller à la salle. Ça, je le mets, ça, c'est pour, je sais pas moi, me poser, fumer mon joint. Ça, je vais le mettre, c'est pour être avec ma meuf. Je comprends totalement. Il y a des musiques que tu mets dans certains moods, mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de pousser le truc au max, tu vois ou pas? Genre, si tu fais du sport, tu dois écouter ça. Si tu vas en club, dans les clubs en France, tu m'excuses, toujours les mêmes morceaux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux pas sortir en club en France. En tout cas, j'ai du mal. Tu sais déjà ce que tu vas entendre. Tu sais, il n'y a pas de surprise. En fait, et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui aiment sortir en club en France pour ça, parce qu'ils se disent, j'aurai pas de surprise. Je sais que j'aurai cette playlist-là, tu vois ou pas? Moi, j'aime bien les surprises. Je suis de l'ancienne école. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui me gêne un peu, tu vois, dans le monde d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de surprise. Tu sais déjà tout ce qui va se passer. Même dans un film, tu vois, les films de maintenant, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu sais le perso qui arrive, tu sais exactement quel est son profil, comment ça va finir pour lui. Je m'ennuie en fait, moi. Personnellement, dans cette époque, je m'ennuie un peu. C'est du marketing quelque part, et j'ai le sentiment que c'est devenu une nécessité pour vendre sa musique. Est-ce que tu penses que tu es un artiste marketable? Bah, le seul problème, c'est que je suis producteur et artiste en même temps. Donc je dois penser market, mais en même temps, je dois penser art. Et c'est très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que ça fait plusieurs années que beaucoup de gens aiment, me regardent, mais restent à distance parce qu'ils comprennent pas exactement toute la chose, parce qu'elle est complexe. Pratiquement tous mes morceaux sont marketables. Après, est-ce que j'ai toujours su, moi en tant que producteur, le marketer comme il fallait et coller exactement à ce qu'il fallait? Je pense pas, sinon j'aurais peut-être fait encore de plus gros scores que ce que j'ai fait. Mais c'est une question en tant qu'artiste. Et c'est pour ça que je t'ai dit peut-être même que ta vidéo ne sera pas marketable parce que là, tu as un artiste et tu as son opposé, le producteur. Et là, je vais te parler parfois avec ma voix d'artiste, parfois avec ma voix de producteur. Donc je peux passer pour un mec bipolaire. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je suis probablement. Mais concrètement, l'artiste que je suis a envie de te dire, mais j'en ai rien à foutre en fait, que ce soit marketable ou pas. C'est pas mon putain de problème. Moi, j'aime bien le morceau, je veux qu'il sorte. Et je parle comme ça au producteur. Et le producteur, moi, répond, non mais gros, ça va pas marcher ça. Il y a un moment, il faut qu'on trouve un axe. Tu vois, il faut qu'on puisse définir comment déjà on va le mettre en image, ton truc. À qui ça va parler? Quels mots-clés on met? Tu vois ce que je veux dire? Mais j'en ai rien à foutre des mots-clés, gros. Tu comprends pas? C'est ça en fait qui se passe dans ma vie d'artiste et de producteur. Tout le temps, tous les jours. Et c'est très divertissant. Je m'amuse bien. Mais je comprends que pour plein d'auditeurs, ce soit dur à suivre. À l'époque, quand tu étais chez Watibé avec ton groupe L'Institut, il y avait un gros engouement autour de toi et tu as décidé de disparaître un moment. Quel est le regard que porte le producteur que tu es aujourd'hui sur ce passage de ta vie? Enfin, j'ai disparu très peu de temps. Hein. J'ai disparu, ça a duré 4 mois. Ça a duré 4 mois, mais c'est juste que j'ai quitté Watibé entre-temps. C'est pour ça que les gens ont dit, on tombe encore dans ce truc. Où en fait, parce que je suis revenu, mais pas avec l'étiquette Watibé, on a dit, bah Jarod, il a disparu. Bah non, il est revenu avec un projet de 18 titres, qui était en attendant la frappe, juste après fin de frappe, qui était avec Watibé. Il est revenu avec un projet de 18 titres.
qui était assez correct. On l'a bien vendu, on le vendait en main à la main à l'époque. On a vendu, je crois, 2000 exemplaires. Jarod n'avait pas disparu. Mais j'ai l'impression que la sphère peut-être médiatique ou le rap game a voulu faire croire ça. Que j'avais disparu. Non, c'est juste que j'avais quitté Watibé. Que j'étais plus avec Watibé, en fait. Et oui, quand tu me demandes si le producteur aurait dit... Franchement, je peux pas te dire ça parce que je vois pas comment ça aurait pu être autrement. Je serais resté chez Watibé, il y aurait eu des dégâts. Ça aurait pété dans tous les sens si j'étais resté là-bas. Et puis peut-être que l'histoire Watibé, l'histoire Gims, l'histoire de tous ceux qui ont... Peut-être qu'elle aurait été différente si j'étais resté là-bas. Peut-être qu'elle aurait été moins glorieuse. Peut-être plus, j'en sais rien. Je pense que c'était la chose à faire. J'avais plus rien à faire là-bas à ce moment-là. J'avais plus rien à faire avec mon ancien groupe, ni avec la section. J'avais ma route à prendre et c'était tellement évident pour moi que c'est pour ça que je l'ai fait sur un coup de tête, en fait, et que je suis resté là-dessus jusqu'à aujourd'hui, tu vois. J'ai une très bonne entente avec Dawala aujourd'hui. Certains membres de mon groupe aussi. Des anciens avec qui j'étais. Mais on n'aurait pas pu faire la route ensemble, je pense. C'est trop clair pour moi, ça. Et je pense que pour eux aussi, hein. Cette route-là, on n'aurait pas pu la faire ensemble. On avait fait une route ensemble avant. Cette route-là, dans la musique, avec le succès, on n'aurait pas pu la faire ensemble. J'en suis sûr.